Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos, oui, la phrase classique, blablabla. Je m'apprête ici à résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en second temps, après la correction frauduleuse, je dévoile l'arnaque et j'indique une correction valide sur le ou les points où je vous aurai arnaqué. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, ou alors avant d'avoir essayé. Ou du moins, si vous vous y aventurez, faites attention au spoil. Si vous écrivez un commentaire qui a trait à un pronostic quant à l'arnaque ou au dévoilement de celle-ci, ou même partiel, merci de bien vouloir faire précéder votre commentaire d'une petite mention justement, spoiler alert, divulgaché ou autre, pour indiquer au lecteur qu'il s'apprête à lire votre commentaire à ses risques et périls. Et en parlant de commentaires, c'est juste pour signaler que certains commentaires se font supprimer de manière automatique, j'ai l'impression, sans aucune volonté de ma part. C'est souvent, et c'est quasi que des commentaires élogieux, je comprends pas. Du coup, voilà, quand j'essaye d'y répondre, j'ai dans mes notifs un commentaire, et quand j'essaye d'y répondre, il n'est plus indiqué en tant que commentaire. Donc si vous faites supprimer vos commentaires, vraiment, ce n'est pas de mon fait. Ce ne serait de mon fait que s'il y avait quelque chose de grave, des insultes, du harcèlement, je sais pas quoi. Bon, c'est pas en général ce qu'on retrouve sous les commentaires d'une chaîne de mathématiques. Quoique on sait jamais, mais en tout cas voilà, c'est pas de mon fait, et je regarde dans les spams, parfois ça y est même pas, c'est supprimé de manière automatique, mais je vois le commentaire dans mes notifications, bon, voilà. Donc si jamais ça devait vous arriver, ne pensez pas que c'est moi qui essaye de vous réduire au silence si vous vous indiquez une erreur ou une autre façon de résoudre la chose, etc. Voilà. Il m'est arrivé quand même de supprimer un ou deux commentaires, mais c'était pas méchant du tout, je pense pas que les auteurs m'en veuillent, sur des vidéos un peu plus anciennes où vraiment timecode, le gars met timecode, l'arnaque et machin, et point. Et après moi je mets un petit commentaire SVP, merci de mettre une petite mention spoil, de modifier votre commentaire pour mettre une mention spoil, et la personne me répond pas, donc je m'arroge le droit au bout de quelques jours de dire bon ouais, ton commentaire il passe à la trappe. Mais sinon rien d'autre. Alors c'est parti. Soit n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 2, pour toute matrice A de Mn de R, on pose n de A, le maximum pour tous les i appartenant à 1n, de la somme pour j allant de 1 à n, de la valeur absolue de a i j. Donc en fait, il y a plusieurs sommes, et on prend le maximum de ces sommes-là. Pour un i fixé, ça, c'est la somme sur la ligne i des valeurs absolues des coefficients de la matrice. Bah oui, on fait défiler les colonnes. Pour un i fixé. Du coup, pour un i fixé, ça me donne la somme des valeurs absolues des coefs sur une ligne donnée, sur la ligne i. Et ben, n de a, c'est le maximum sur toutes les lignes des nombres obtenus. C'est le maximum qu'on peut obtenir en sommant sur une ligne donnée les valeurs absolues des coefs. On pourra noter AIJ ou crochet AIJ, le coefficient à la ligne i et colonne j de a. Bon, ça pourra vous être utile si jamais vous avez... voilà, bon, je dis rien, je spoile pas. En tout cas, voilà, on vous permet cette notation. On rappelle que le spectre de A, c'est l'ensemble des lambda appartenant à R, tel qu'il existe une matrice colonne non nulle, une matrice X appartenant à Mn1 de R privée de 0, donc du 0 de Mn1 de R, vérifiant AX égale lambda X. Donc là, on parle bien du spectre réel, sous-entendu le spectre de A dans R. Donc on travaille sur des réels sur cet exercice, on ne travaille pas dans C, voilà. Petit 1. Soit A appartenant à Mn de R, et soit lambda appartenant au spectre de A, donc une valeur propre de A, du coup. On nous demande de montrer qu'il existe... Ah oui, pardon, donc pourquoi je rappelle ça? Pour rendre cet exo première année compatible, au cas où des premières années n'auraient pas vu la notion de valeur propre, ce qui est tout à fait normal. On nous demande de montrer qu'il existe un i appartenant à un n, pour lequel valeur absolue de AII moins lambda est inférieure ou égale à la somme pour j allant de 1 à n avec j différent de i des valeurs absolues de AIJ. On nous demande ensuite d'en déduire que pour tout A appartenant à Mn de R, le spectre de A est inclus dans moins n de A, dans cet intervalle fermé qui est moins n de A, dans ce segment qui est moins n de A, n de A. C'est parti. Alors, hop. Qu'est-ce que je peux bien faire pour... prouver qu'il existe, pour lambda, une valeur propre d'une matrice A, prouver qu'il existe un i vérifiant ça. Bon, je vais revenir à la définition, quoi. Je vais dire, il existe un x appartenant à Mn1 de R, oh zut, mon n est moche, privé de 0, privé de la matrice colonne nulle, tel que ax égale lambda x. Ok, bon, ce que je m'apprête à faire, du coup, voilà, ce que je vois ici, quand ils me disent on pourra noter ça ou ça, je me dis, ah tiens, peut-être qu'ils sont en train de m'inciter à faire des produits matriciels. Je vais faire le produit,
exprimer clairement, enfin poser le produit matriciel AX et dire qu'il est égal à lambda X. Donc poser le produit matriciel AX c'est quoi? Ça va me donner une matrice colonne. Donc je vais noter, on notera pour tout i appartenant à un n, AX crochet I, le IM coefficient de la matrice colonne AX en fait. Et grand X crochet I, pareil. Le IM coefficient de la matrice colonne X. Ok, pour pas dire AX I1, quoi. Bon, c'est bon, on a compris, il y a une seule colonne, foutez-nous la paix. Voilà. Donc, pour tout i appartenant à un n, tac, eh bien, AX, crochet I, c'est la somme pour J allant de 1 jusqu'à N des... bon, alors comment je vais noter? Je vais noter avec les petits A. Ouais, bon, c'est pas grave. Des A, I, J, XJ. Ok, bon, j'aurais pu noter petit x, hein, pour pas vous embêter ici, petit xj, mais c'est pareil, ça changera rien, ça. Enfin, voilà, je pense pas vous arnaquer avec ça. Alors, vérifiez bien mon produit matriciel, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est comme ça que vous avez appris à faire matrice carré fois matrice colonne? Regardez bien, on va voir. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, en fait, et je sais que ça, c'est égal, puisque AX égale lambda X, ça c'est égal à lambda X, la IM coordonnée, le IM coefficient, pardon, de X. Alors, AX crochet I égale ça, donc j'ai ça égale ça. Donc, somme pour J allant de 1 n des AIJ XJ égale lambda XI. J'aime pas les crochets, finalement. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie, puisqu'il me demande de prouver ça, il y a une histoire de AI qui apparaît, bon. Donc, XI ou XI, le IM coefficient du vecteur X, voilà. J'ai somme pour J allant de 1 à n. Ça fait pas grand-chose, cette notion en crochet, ici, c'est vrai. AIJ XJ égale, on a dit, lambda XI. Donc ça, c'est vrai pour tout i appartenant à n pour l'instant. Attention, il me demande de montrer l'existence d'un i particulier qui vérifierait ça, d'au moins un i qui vérifierait ça. Moi, pour tout i, j'ai ça pour l'instant. Ok. Ce que j'ai envie de faire, du coup, pour faire apparaître du ai moins lambda, bah, j'ai envie d'expulser le terme en i de cette somme. Cette somme qui se balade, enfin, qui me donne pour tous les j, enfin, qui somme pour tous les j allant de 1 à n ce terme-là. Donc i est une constante dans cette somme. Et ben, je vais exclure de la somme qui est là le terme j égale i. Ça me fait donc AII XI plus la somme pour j allant de 1 à n avec j différent de i des AIJ XJ égale lambda XI. Ok, petite remarque au passage, j'ai rajouté par rapport aux énoncés originels, il y en a plein des énoncés qui reprennent un peu ce genre de problème, notamment XENS, alors sur des complexes, mais bon, je suis resté sur des règles, notamment ESSEC 2009 et XENS 2017 PC. Je sais pas si j'en ferai part dans la miniature de la vidéo pour faire plus vendeur, je sais pas encore. J'ai d'autres idées de titres, on verra. Donc j'ai pris n supérieur ou égal à 2 pour justement permettre l'expulsion d'un terme de la somme et que la somme ne soit pas vide. Ça serait un peu ballot que de jouer sur une somme vide. Parce que voilà, n serait égal à 1 et il n'y aurait plus rien ici. Voilà, n supérieur ou égal à 2 permet d'expulser un terme de la somme et qu'il y ait quand même une somme encore. Ok, c'est-à-dire, puisque je veux du AII moins lambda, donc AII XI moins lambda XI, donc j'aurais pu le factoriser, c'est vrai, j'y vais à 2 à l'heure, là je sais pas ce qui se passe, égale la somme pour j allant de 1 à n de la somme des j, pour j différent de i de AIJ XJ. Ok. Bon, je fais quoi avec ça? Je vais passer en valeur absolue du coup. Donc j'ai xi facteur de tout ça, et donc je mets en valeur absolue, xi facteur de AII moins lambda, qui est égal à la somme pour j, à la valeur absolue du coup de la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des AIJ xj. Ok. Est-ce que je me rapproche de mon résultat? Bon, les x me dérangent. J'ai bien envie de diviser là, par xi. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Sauf que personne me dit que xi est non nul. Sauf qu'on me dit que la matrice colonne x est non nulle en tant que matrice colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire qu'il existe, alors,
est-ce qu'on va y aller maintenant? Ouais, il existe un i appartenant à un n. J'hésitais entre ça et faire... J'ai envie d'appliquer l'inégalité triangulaire, hein, c'est évident. Bon. Il existe un i appartenant à un n tel que xi est différent de 0. Car sinon, la matrice colonne x est la matrice colonne nulle. Si tous ces coefficients sont nuls, si toutes les valeurs absolues de ces coefficients sont nulles, bah, c'est la matrice colonne nulle. Ce qui n'est pas. On m'a dit qu'elle était non nulle. Ok. D'où, donc avec ce i, c'est un peu bizarre à dire, avec ce i, pas ceci, pardon. Ce i, eh bien, j'ai que aii moins lambda est égal, donc. Et donc, je vais faire l'inégalité triangulaire et je vais diviser par la valeur absolue de xi, qui est positive strictement. Inégalité triangulaire me dit que ça, c'est inférieur ou égal à la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des aij, je peux me permettre de faire ça, fois xj, je peux me permettre de faire ça, et je peux rentrer le xi dans la somme, tant qu'à faire, en valeur absolue, constante, ok, tac, et j'obtiens ça. Et ben là, je suis à 2 doigts de mon résultat. J'ai bien expliqué que la valeur absolue de xi était strictement positive. Je suis content, mais j'aurais peut-être dû dire ici inégalité triangulaire quand même. Bon, inég tri, le jour J je le dis en toutes lettres. Je divise ça par valeur absolue de xi qui est strictement positive. Et ben on est content, d'où pour ce i, pour ce fameux i, pour le i qui existe et qui vérifie ça, aii en valeur absolue de ai moins lambda va être inférieur à la somme pour j allant de 1 à n, avec j différent de i, de je sais plus quoi, hop, des aij, oula c'est un peu flou, des valeurs absolues de aij xj. Allez, s'il te plaît, valeur absolue de aij xj. Non, justement, j'ai enlevé les xj. La somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des valeurs absolues de ij. J'ai majoré là, le inférieur ou égal, je voulais pas garder le même terme xj sur valeur absolue de x. Ok, donc voilà, je me retrouve de manière assez sympa avec le résultat. Donc l'important était de constater qu'il existait bien un i appartenant à n tel que xi était différent de 0 et qui me permettait de diviser par lui et de majorer ça intelligemment. Ok, sympa. Alors, en déduire que pour tout A appartenant à Mn de R, le spectre de A est inclus dans moins NA NA, dans ce segment moins NA NA. Ok, bon. Soit A appartenant à Mn de R. Donc encore, je la réintroduis parce que là il me reparle de pour tout A, donc ok, soit appartenant à Mn de R, et soit lambda appartenant au spectre de A. Donc, il existe, d'après 1, il existe un i appartenant à un n, tel que, alors, valeur absolue de lambda moins aii, qui est la même chose que cette valeur absolue-là, hein, est inférieure ou égale à la somme pour j allant de 1 à n avec j différent de i des valeurs absolues de aij. Okay, ce que je veux, moi, c'est encadrer lambda. Je veux prouver que lambda, enfin, pour montrer que le spectre de A est inclus dans moins NA, NA, je veux montrer que tout lambda du spectre de A appartient à moins NA, NA. Donc là, j'ai une valeur absolue inférieure à machin. Ça veut bien dire que lambda moins aii va être, d'une part, inférieur. Donc, quand j'ai la valeur absolue d'un nombre qui est inférieur à 7, bah, ça veut dire que ce nombre est inférieur ou égal à 7 et supérieur ou égal à moins 7. Ok, donc moins la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des valeurs absolues de aij, somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des valeurs absolues de aij. Ok, bah, je suis très content là. Je veux plus que lambda là. Bah, lambda, je vais faire plus aii de tous les côtés. Ça fait moins la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des valeurs absolues de aij, plus aii de ce côté, et somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des valeurs absolues de aij, plus aii de ce côté. Ok, alors, j'y suis presque.
Ce que je voudrais, le NA, je rappelle ce que c'est que NA, c'est le max pour tous les i entre 1 et n de la somme pour j allant de 1 à n des valeurs absolues de ij. Je n'aurais pas de mal à prouver que ça, c'est inférieur ou égal au max en question. Sauf que lui, il me dérange, lui, il n'a pas de valeur absolue. Mais il est temps de se rappeler que AII est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Tout nombre réel est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Et AII est supérieur à moins sa valeur absolue. Donc ça, c'est assez trivial. Et ça vient du fait que moins AII est inférieur à la valeur absolue de AI. La valeur absolue d'un nombre, c'est le maximum entre ce nombre et son opposé. Donc la valeur absolue de AI est supérieure ou égale en particulier à moins AI. Et donc quand je multiplie cette inégalité par moins 1, ça change le sens et ça fait que AII est supérieur ou égal à moins la valeur absolue de AI. En quoi c'est intéressant? Ça prouve qu'en réalité cette chose est supérieure ou égale à une autre chose avec moins la valeur absolue de AI. Et donc par transitivité, j'obtiens que moins somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des aij moins valeur absolue de AII inférieur ou égal à lambda, inférieur ou égal à la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, aij, valeur absolue de aij, plus valeur absolue de AI. Et là, je suis très content, parce qu'en fait, je me retrouve avec la somme des valeurs absolues à laquelle il manque le terme en i, et ben je le retrouve. Donc j'ai que somme pour j allant de 1 à n, j'ai la somme pour j allant de 1 à n, pardon, des aij en valeur absolue à droite, et à gauche, moins la somme pour j allant de 1 à n des valeurs absolues de aij. Ok, mais là j'y suis presque. Soit dit en passant, non, petite remarque, non, j'ai pas de remarque à faire. Ça, c'est inférieur ou égal à NA par définition. Pourquoi? NA, c'est le maximum de tous ces messieurs, le maximum pour tous les i entre 1 et n de ces trucs-là. Là, c'est l'un de ces trucs-là. Ça, c'est l'une des valeurs pour un certain i. C'est la somme sur la ligne i des valeurs absolues des coefficients de la matrice. C'est inférieur ou égal à NA. Et comme NA est supérieur à ça, pareil, en multipliant par moins 1, j'ai que moins NA est inférieur ou égal à moins ça. Enfin, lambda appartient à moins NA. NA. Donc, puisque c'est vrai pour tout lambda du spectre de A est inclus dans moins NA, NA. Et on a gagné. On réussit à partir de ça à trouver un joli encadrement des valeurs propres de la matrice A. On sait qu'elles sont toutes entre ça et ça. Et on pourrait se poser la question, attends, mais une matrice réelle, elle n'a pas forcément de valeur propre réelle. C'est vrai. Une matrice réelle peut ne pas avoir de valeur propre réelle, que des valeurs propres complexes non réelles, mais l'ensemble vide est inclus dans ce que vous voudrez. Donc, en moins NA, NA, il n'y a pas de souci. Ok, alors où est-ce que je vous ai arnaqué? Tac. Soit dit en passant, j'ai eu plein d'hésitations sur la nature de l'arnaque, des arnaques à mettre en place, parce que j'ai donné cet exo en colle, c'était hier du coup, et voilà, les élèves m'ont aidé à avoir des petites visions d'arnaque sympathiques, mais je m'en suis tenu à la mienne, qui est énorme, hein, qui est grosse comme une maison, mais ça passe, parfois ça arrive, enfin ça passe rarement auprès du correcteur, mais il arrive qu'un élève, parce que franchement là si je me mets à la place d'un correcteur, c'est du bon travail tout ça, honnêtement, de la part d'un élève. Mais c'est quand même bizarre parce que ça jure avec une douille énorme qui est là. Donc, tout ce qu'on a fait comme effort, le fait de dire ok, il existe un i pour lequel valeur absolue de xi est non nulle, c'est très bien. On arrive là, c'est très bien, on divise des deux côtés par un truc strictement positif, l'inégalité, c'est très bien. Mais là, pourquoi valeur absolue de xj sur xi, sur valeur absolue de xi, tout d'un coup on fait comme si c'était inférieur ou égal à 1? Le truc de je divise par un truc, je l'ai déjà entendu plusieurs fois de bons élèves. On pourrait s'étonner, mais oui, le truc de diviser par un truc strictement positif, ça me permet de réduire le nombre, je l'ai entendu plusieurs fois. Sans se soucier de si le nombre, ce par quoi je divise est plus grand ou plus petit que 1, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Gardez en tête qu'en divisant par ça, diviser par valeur absolue de xi, ah oui non, qu'est-ce que je raconte? En plus oui, c'est même pas dire que je réduis le nombre ou pas, là c'est pire. Là c'est que je prétends que valeur absolue de xj sur valeur absolue de xi est inférieur ou égal à 1 parce que j'ai divisé par valeur absolue de xi. En réalité, j'ai pas été si clair que ça sur la raison pour laquelle valeur absolue de xj disparaissait. Donc voilà. J'ai nagé dans un flou entre deux, voilà, je me rends compte, moi-même compte que je serais incapable d'expliquer rationnellement ce qui vient de se passer.
J'ai hésité avec une douille d'un autre élève. Bon, lui la douille n'était pas voulue. Enfin, j'ai l'impression, hein, sinon il m'a bien eu. J'ai hésité avec le fait, dans le produit matriciel, dès le début, de poser ça comme étant... ça aurait été peut-être plus élégant, mais ouais, j'avais peur que ça se voit tout de suite. C'est poser que le produit matriciel là, c'était des XI, du coup. Donc AIJ XI, en bougeant le J. Et comme par hasard, après, on se retrouve à diviser par XI et on est content. Voilà. Sauf que c'était... Alors, on pourrait dire que ouais, cette arnaque est plus élégante que celle-là, parce que celle-là, bon, on comprend même pas ce qui se passe, comment on enlève le truc. Ça vient trop tôt, et il me semble malgré tout, je saurais pas trop l'expliquer, mais il me semble malgré tout que celle-ci est plus susceptible d'avoir les gens que celle-là. Voilà. Celle-là, au tout début, on est alerte, etc. Là, on a déjà fait des inégalités, on est en plein les mains dans le cambouis. On est en fin de page. Ça, c'était pas voulu, mais ça tombait super bien. On est en fin de page, ça arrive. Ah, je me suis croûté un peu ici, là. Je sais pas pourquoi j'ai remis le XJ. J'espère que ça a pas mis la puce à l'oreille d'inattentifs pour lesquels l'arnaque serait passée. Bon. La question 2, a priori, je vous ai pas arnaqué. Voilà. La question 2, bon... j'ai hésité à faire des trucs bizarres, mais bon, non, valeur absolue, je vous ai laissé tranquille. J'ai tranquillement fait la chose, j'ai déroulé avec l'existence d'un i, ensuite j'ai fait apparaître gentiment NA, qui est le max pour tous les i de ce machin, et donc il n'y a pas de truc à signaler. Soit dit en passant, la question 1, le théorème qu'établit la question 1, j'ai fait une petite recherche, je me souviens que j'avais vu ça sur un sujet, j'avais vu ça avec une élève il y a quelques années. C'était un sujet de DSEC 2009, c'est de là que j'avais découvert honnêtement. C'était sur C, c'était pas sur R, et ça s'appelle pour tout I entre 1 et N, enfin le disque de centre AII et de rayon ce machin, c'est un disque de Gershgoring, et donc le théorème de Gershgoring m'indique que les valeurs propres de ma matrice, complexes ou réels, dans le cas particulier ici des réels, bon, c'est des segments, les disques, et chaque valeur propre est comprise dans la réunion de plusieurs disques de Gershgoring, des disques de Gershgoring de la matrice. Donc, pour chaque valeur propre, lambda, il existe un AII tel que la distance entre AI et lambda soit plus proche, soit plus petite qu'une certaine distance fixée, qu'un rayon fixé qui est là. Fixé par les coefs de la matrice, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et ensuite, ça permet d'établir Gershgoring, je pense que je prononce bien, c'est un mathématicien biélorusse. Il n'y a pas de umlaut sur le E, il n'y a pas Gershgoring ou un truc comme ça dans ça. Donc il me semble pas mal le prononcer. N'hésitez pas à me corriger ou pas en commentaire si vous pensez que ma prononciation n'est pas bonne. Alors, et oui, ça permet du coup d'établir avec la 2 la 1 me dit en fait que les valeurs propres se situent dans la réunion des disques de Gershgoring, dans l'un au moins des disques, et la 2 me permet de donner un disque, en l'occurrence ici quand on est dans R, un segment dans lequel je trouverai toutes mes valeurs propres. Voilà. Enfin, mes valeurs propres sont toutes là-dedans. Et je rappelle qu'une matrice réelle peut n'avoir aucune valeur propre réelle, auquel cas, spectre de A sera l'ensemble vide et il sera quand même inclus dans moins NA. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que la grossièreté de mon arnaque ne vous aura pas offusqué. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis un fou furieux, je m'apprêtais à vous quitter sans donner une correction valide du coup. Dévoiler l'arnaque, c'est bien. J'ai complètement oublié que quand même fallait expliquer aux gens ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit pas une arnaque. Voilà, cette division bizarre qui tout d'un coup me faisait disparaître ce monsieur. En fait, je souhaiterais en fait que la division me fasse effectivement une quantité ici inférieure ou égale à 1. Comment faire en sorte que cette quantité soit inférieure ou égale à 1, sachant que cette quantité, elle dépend pas que de moi. Enfin, je veux dire, on fait défiler tous les j de 1 à n avec j différents de i. Comment garantir que ceci soit toujours inférieur ou égal à 1 en prenant, et parfois dans certains sujets c'est indiqué tel quel, dans d'autres c'est à nous d'y réfléchir, c'est à nous d'y penser, en prenant le i correspondant au maximum, en fait le i qui maximise valeur absolue des xi. En fait, il existe un i appartenant à un n, tel que valeur absolue de xi égale, donc en réalité j'aurais dû dire, donc ça c'est vrai, ça c'est vrai ce que je dis là, mais c'était pas suffisant, il fallait dire il existe un i appartenant à un n, pour lequel xi en valeur absolue est le max, pour tous les cas appartenant à un n, des valeurs absolues de xk.
Valeur absolue de x1, valeur absolue de x2, jusqu'à valeur absolue de xn, c'est un ensemble fini. Un ensemble de réels finis, qui a bien un maximum, du coup, que je peux noter valeur absolue de l'un d'entre eux, valeur absolue de xi. Donc il existe un xi qui vérifie ça. Et avec ce i, valeur absolue de xi est différente de 0, parce que sinon, si le maximum de toutes les valeurs absolues était nul, bah toutes les valeurs absolues qui sont des réels positifs ou nuls, seraient nulles aussi, puisqu'elles seraient inférieures ou égales à ce maximum. Sinon, quel que soit k, on aurait xk égale 0. Donc la matrice colonne x serait la matrice colonne nulle. Avec ce i-là qui correspond bien tel que valeur absolue de xi soit le max de ces messieurs, eh bien, quand je fais ma division, valeur absolue de xj sur xi, ça fait bien un truc inférieur ou égal à 1. En multipliant par valeur absolue de ij qui est positif, j'obtiens que ça c'est bien inférieur ou égal à valeur absolue de ij, et en sommant sur tous les termes, j'obtiens bien cette chose-là, voilà. Et du coup ça règle le truc. Je sais pas ce qui m'a pris, complètement zappé de... Quand même c'est important de surtout cette astuce sympa là du maximum, c'était sympa de l'avoir, voilà. Elle est indiquée dans certains sujets, elle l'est pas dans d'autres, voilà. Ça dépendra du niveau de difficulté et du niveau de pré-mâchage des questions du sujet, quoi. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo.